Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises. Un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. MDR, c'est un laboratoire, parfois une hécatombe, où on regarde, on analyse, on critique les comédies françaises. Et si je parle d'hécatombe, c'est qu'aujourd'hui, on va parler de Épouse-moi mon pote de Tarek Boudali avec à peu près toute la bande à Fifi. Autour de cette table, j'ai avec moi mon poteau Vincent Manilève. Salut Daniel. Et mon frérot Max Besnard. Salut mon pote. Je veux juste renouveler mon visa étudiant pour 1 an. Vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire. Fred. Oui. Épouse-moi mon pote. Quoi? C'est juste le temps d'avoir les papiers. Je vous déclare mari et mari. Vous pouvez vous embrasser. Ah oui, c'est vrai. Bon, maintenant vous allez pouvoir sabrer le champagne ce soir. On va surtout se sabrer la bite. Attention, c'était le meilleur gag. Voilà. Alors, dans cette comédie de Tarek Boudali, il est étudiant en France et puis il loupe son examen comme un débile. Parce qu'il n'y a pas de rattrapage, visiblement, et du coup, il est sommé de retourner dans son pays, et du coup, il devient clando. Et puis, la seule solution qu'il trouve, c'est de demander à son pote aussi demeuré que lui de l'épouser. Et voilà, j'ai fait le pitch, et les gars, je vais annoncer tout de suite la couleur. On envoie des comédies pourries, on envoie des comédies nulles, mais alors celle-là, elle est cataclysmique. C'est de la merde en barre. C'est vraiment, et je suis désolé, je suis scandalisé. J'ouvre sur mon dégoût profond de ce qu'on a vu de cette heure et demie, mais qui a duré 12 heures. J'avais l'impression de faire un Paris-Sydney, quoi. C'était si long. J'avais l'impression de pas voir le petit avion qui bouge sur le plan, et j'avais l'impression d'être bloqué à Paris. En fait, on pourrait s'arrêter là et enchaîner sur un autre film. Non, tu sais quoi, il faut les métaphores. Il faut raconter ce que j'ai vécu. C'est qu'en sortant de la salle, moi j'ai compris les supporters débiles qui cassent tout quand leur équipe perd. J'avais ça comme sentiment, j'avais envie de tout casser. Je m'étais fait lobotomiser le cerveau. C'est vraiment nul, et on va débattre avec vous. Qui veut se lancer? C'est bien. T'as posé les bonnes bases pour un bon débat. Qui veut se lancer? Max? Alors, allez poteau, allez frérot. Allez mon pote, ouais, c'est ça, frérot. Oui, parce qu'il faut le préciser, ils sont meilleurs amis depuis 3 mois. Ouais. Parce qu'ils ont fait 6 selfies ensemble et ils jouent à la PlayStation. Alors, je pense que de tous les films qu'on a chroniqués jusqu'à maintenant dans MDR, je pense que c'est celui qui présente le plus grand nombre d'incohérences. C'est absolument monstrueux. Et comme tu l'as souligné, ça commence par cette histoire de donc Yacine, étudiant architecte, qui est quand même brillantissime a priori, qui est censé être major de sa promo. Tout le monde l'envie dans, il pourrait dans devenir sa réussite. architecte même chez lui, peut-être, même dans son pays d'origine. Bien sûr. Et donc, il va faire la fête un soir. C'est la veille de son dernier examen, ou son seul examen, on ne sait pas trop finalement. Hein. Il se lève pas. Il n'y a pas le contrôle continu, visiblement. Non, il loupe l'examen et donc il ne le repasse pas. Il n'y a pas de rattrapage, il n'y a absolument rien. Et il doit repartir dans son pays. Déjà, rien que ça, c'est complètement à côté de la plaque. Et à partir de là, moi, je me suis dit, ok, ça va être compliqué de remonter le niveau. Je sais que je cherche pas forcément le réalisme à tout prix, mais il faut un minimum de cohérence. Et dès le départ, on n'en a pas. Et c'est comme ça jusqu'au bout de la séance. Effectivement, 1h30 qui sont très très longues. Oui, et puis pour continuer sur les incohérences, j'avais lu au moment de la sortie de la bande-annonce et de l'annonce du pitch, etc., que c'était tout simplement a priori impossible pour un homme marocain, si je ne me trompe pas, exact, d'épouser un homme français. Ouais. Voilà, les lois ne le permettent pas, etc. Il y a une directive, je crois que c'est 2015, quelque chose comme ça, voilà, qui fait que le Maroc interdit les mariages en France d'un Marocain ou d'une Marocaine avec une personne du même sexe. Voilà, il y a eu une exception, voilà, mais c'est vraiment en soi le pitch de base ne tient pas. Et puis voilà, après on va revenir sur la façon dont on revient tout de suite. Je suis scandalisé par ce truc. C'est parce que en fait tu parles d'incohérence, mais si c'était incohérent, passe encore. Mais c'est vraiment pas drôle. Les gens parlent d'homophobie. Je suis même pas certain que ces mecs-là ils soient homophobes. Non, mais je suis certain qu'ils ne le sont pas en vérité. Mais en tout cas, leur caricature, putain. Leur caricature est homophobe, même si eux ne le sont pas forcément. Ouais. Ça, je veux bien croire en leur bonne foi.
quoique je demande à vérifier. Mais quoi qu'il en soit, ça joue que sur des caricatures. J'ai vu Vincent qui réagissait sur Twitter un article de Télérama, voilà, en disant non, justement, ils mettent les pieds dans le plat, ils n'arrivent pas à aller derrière les clichés, puisque jusqu'au bout, les clichés sur la communauté gay, la communauté lesbienne restent. Et c'est ça qui, à mon avis, plombe absolument le film, en plus d'un humour qui est quand même particulièrement bateau. Parce que qu'est-ce qui est représenté, Vincent ? C'est quoi la représentation des gays ? Parce que ces mecs-là, faut s'imaginer, c'est deux personnes qui visiblement n'ont aucune idée de ce que c'est qu'un gay et qui vont jouer aux gays. Voilà, donc en fait, simplement parce qu'il y a un inspecteur qui va les surveiller pour vérifier la validité de leur mariage et la validité de leur amour. Et la validité, c'est uniquement si tu portes des t-shirts moulants. Évidemment. Voilà, c'est ça. Et donc ça passe par, ils le disent, il faut qu'on aille s'immerger dans ce que c'est être homosexuel. Donc ils vont dans le marais, ils vont acheter des pâtisseries en forme de pénis, ils vont dans des sex shops regarder des gros godemichés, voilà, forcément, et puis eux ils sont un peu effrayés, ils vont dans une boîte aussi danser avec des homosexuels, enfin le stéréotype en fait qui est en place depuis des années et des années et qui perdure encore dans ce film là, et ça, comme disait Max, c'est du début à la fin. À un moment il y a un personnage qui leur dit non mais il faut arrêter d'être dans ces clichés là, etc. C'est la copine c'est Lisa. Je m'attendais justement à ce moment-là qu'il y ait un tournant. Et en fait, pas du tout. Non. Ça continue comme ça. Il n'y a aucune représentation. Jusqu'à la fin, ils font un grand tournoi de danse gay dans un bar gay. Enfin, vraiment, c'est d'un niveau d'écriture. C'est scandaleux, quoi. C'est scandaleux d'arriver à ça. Et puis il y a une séance d'essayage aussi où ils essayent des vêtements parce qu'il faut qu'ils ressemblent à des personnes homosexuelles. Donc voilà, ils ont forcément l'habit typique, ultra échancré, puis ils font toutes les positions qu'il faut. Il y en a même à un moment un des deux qui enfile une combinaison en cuir type SM, etc. Oui, vraiment, parce qu'ils vont dans la caricature du pédécuir, quoi. C'est vraiment, ils sont allés jusque-là. C'est ça, c'est l'homosexuel est obsédé par le sexe, il s'habille de manière extrêmement efféminée, il a un petit chien, voilà, exactement. Et donc, ça déverrouille jamais, en fait. C'est ça, il y a pas ce côté très caricatural, ça le déverrouille jamais, ça va jusqu'au bout. Il n'y a pas un moment où les gars se sont dit peut-être qu'en fait c'est rigolo de jouer sur les clichés, mais peut-être un moment où il faut aller au-delà et essayer de proposer quelque chose d'autre. Il y a un simple truc de logique, imagine qu'ils font ça sur n'importe quelle autre communauté, mais tu peux pas. Ça ne marche pas. Je veux dire, la vérité, si je mens, jouer un tout petit peu avec ce code en mettant en Conina, immergeant en Conina, alors là ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne à aucun moment. Et le pire, c'est que tout est tellement attendu et tellement facile, parce que c'est vraiment le rire facile à son stade le plus bas, quoi. Quand j'ai vu arriver Doudou Masta, je me suis dit ok, ça va être la grosse butte qui en fait est dans le placard. Et effectivement, et ils l'ont fait jusqu'au bout, où ils tapent un punching ball en disant j'aime la bite. C'est vraiment à ce niveau-là, quoi. Et je comprends qu'il y ait des gens qui rient dans la salle, parce que c'est vraiment parce que la caricature est assez odieuse, en fait. Oui, mais c'est ça, mais le regarder dans une salle, donc moi je l'ai vu le mercredi, le jour de la sortie à 15h, c'était à Châtelet, et la salle était vraiment bien remplie, les gens riaient vraiment de bon cœur, et en sortant, moi j'étais un peu étourdi, mais de malaise, et eux, ils étaient étourdis, mais de joie, où ils avaient encore le sourire comme ça, et je me dis, ok, donc ça veut dire que quand même, il y a encore aujourd'hui vraiment le public pour ces stéréotypes, pour ces choses qu'on voit depuis des décennies qui n'ont plus lieu d'être, en fait. Et on parle de stéréotypes, mais le stéréotype est poussé jusqu'au bout, puisque jusqu'à la fin, il va faire non, je suis pas aidé. Enfin, vraiment, il est jusqu'au bout. Le mot est martelé, d'ailleurs. Le mot est martelé, et à chaque fois, il y a un sentiment de malaise à chaque fois qu'ils l'utilisent, parce qu'on sent qu'ils essayent de normaliser, mais en fait, ils y arrivent jamais. Il y a aussi la normalisation de ces espèces de relations complètement abscons qu'ils ont avec des belles femmes, et qui à la fin, à chaque fois, ils pécho. J'ai vu une interview où il disait moi j'ai écrit la comédie, j'arrive pas à brancher des filles, alors j'écris des comédies où je pécho, et tu vois le niveau, quoi. Et c'est toujours le même archétype de nana. On peut préciser aussi complètement creux, quoi. La vanne du départ avec la fille qui a soi-disant des kilos en trop et qui casse sa chaise au moment où elle va embrasser l'acteur principal, et elle revient 2 ans plus tard en étant taille mannequin, et du coup ça lui convient mieux. Enfin, c'est la première vanne du film, et je peux dire que la première vanne du film, j'ai fait dès le départ.
Non, et puis même, enfin, on peut spoiler ce qu'on s'en fiche, mais le dénouement de la relation entre ces deux personnages, donc le personnage de Yacine, le personnage principal, et elle, donc vraiment, je vais pas mentir, mais il y a un moment, Yacine qui croit avoir affaire à l'inspecteur. Je vois ce que tu vas dire. Non, attends, il faut le dire, parce que c'est quand même, c'est n'importe quoi. Tu parlais d'incohérence, c'est pile ça. C'est le plus gros problème. Voilà, donc Yacine, à un moment, voit une femme de dos, il pense que c'est l'inspecteur déguisé qui est venu l'espionner pour savoir s'il était bien en couple, homosexuel, etc. Et puis tout d'un coup, il décide de l'attraper, de malmener cette personne, de le taper, de l'agresser, insulter. Il dit non mais regardez, c'est des faux seins, c'est l'inspecteur. Puis il arrache son chemisier, arrache le chemisier devant sa fille et devant tout le monde. Il agresse. Et en fait, on s'aperçoit donc il lui plotte les seins. Voilà, il lui plotte les seins. Il dit c'est des faux seins, il lui plotte quand même. Et en fait, donc on s'aperçoit que c'est sa belle-mère, en fait, la mère de sa copine. Donc là, c'est le gros scandale, il part, etc. Et puis vraiment, je pense, j'ai pas mis mon chronomètre, mais je pense que c'est littéralement 1 minute 30 plus tard, les deux personnages, donc le personnage principal et sa copine avec qui il est censé être brouillé, se retrouvent dans un zoo. Il lui fait une blague sur des singes qu'il y a à côté, et après, ils s'embrassent. Oui, il y a un mystère. Comment tu peux pardonner à un mec qui a agressé ta mère en lui plottant les seins? Je sais pas. On va s'écouter une petite vanne pour essayer d'analyser ça. L'agent préfectoral du Sar, c'est un mariage blanc, non? Non. Des projets en commun? J'aimerais être enceinte. Il m'arrive des trucs de dingue en ce moment. T'es en train de te faire griller. Mais c'est pas possible, là, ça va trop loin. Comment on est stylé. Hey, tu veux que je t'aide? Vends ton mari en plus? Comment on est stylé, je sais pas. Il y a tout un truc, une autopsie à faire en fait sur ce film. Tarek Boudali, alors à aucun moment ne joue bien dans son propre film. C'est pas un crime, hein, je veux dire, souvent c'est très dur de se diriger soi-même. Moi j'ai vu le film d'Albert Dupontel, il y arrive très bien, mais à Tarek Boudali non, visiblement il n'est pas encore, et il joue à peu près de la même manière l'air ahuri que dans les autres films donc de la bande à Fifi. Il y a un moment où il joue l'animal de zoo, et alors je savais que t'allais en parler. C'est un truc qu'il fait en plateau de télé, en plus j'ai déjà vu en interview faire ça. Il le fait genre c'est sa meilleure blague, je pense. 6-7 animaux d'affilée. Je peux te dire que si j'allais au zoo avec un cum qui me mime tous les animaux du zoo qu'on est en train de voir, j'aurais qu'une envie, c'est de le noyer. Sachant qu'avant ça, il est censé avoir tapé ta maman, l'avoir insulté devant tous tes potes et tout ça. N'oublions pas que cette scène du zoo, c'est après. Sans parler de 2 ans de mensonges. Voilà, et puis après, il fait le dinosaure, enfin, il imite un vélociraptor, je crois. Enfin, je crois avoir reconnu ça. Très bon le vélociraptor. Pour le coup, voilà. Non, je réagis à ce que tu viens de dire, Daniel, mais oui, c'est 2 ans après. Et en fait, là encore, c'est une phase totalement absurde du scénario. Il loupe son examen d'architecture au départ parce qu'il a fait la fête, il est bourré, il s'est pas réveillé, et à partir de là il ne donne plus de nouvelles à sa petite amie de l'époque, qui retrouve 2 ans plus tard, et en fait il n'y a aucune explication de ce qui s'est passé pendant ces 2 ans. C'est-à-dire qu'il a disparu, donc il a coupé son téléphone, il a changé d'adresse, il a déménagé dans la nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? Non mais vous êtes sérieux, pendant 2 ans le mec il bloque sa copine et il a plus de nouvelles. Je rappelle quand même que ce garçon est censé être architecte en dernière année. Alors architecte, je crois que c'est bac +7 +8, un truc comme ça. C'est censé être quand même quelqu'un d'un tout petit peu éduqué, mais a priori du début à la fin il passe pour le plus gros neuneu de l'espace, et pas une seule fois le film va essayer de mettre la poussière sur le tapis. Je vais poser une vraie question, là il y a un vrai souci, c'est est-ce que le problème, enfin en plus des autres, est-ce que le problème c'est pas juste la bande à Fifi qui enchaîne les films? J'ai l'impression qu'ils ont l'impression d'avoir touché le jackpot là avec Alibi.com, Babysitting 1 et 2, et du coup ils enchaînent les daubes en se disant putain, si on arrête d'en faire, on va plus nous proposer d'en faire, et en plus si on se plante une fois, on va arrêter du coup ils essayent à tout prix d'avoir une espèce de cash machine. Donc là ce coup-ci c'est les gays. Alibi.com c'est toujours des comédies d'ailleurs basées sur le mensonge. Alibi.com c'était ça.
Est-ce que le problème, c'est pas la bande à Fifi, Vincent ? C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi j'ai vu un petit peu comment ils ont marketé le film, etc. Donc effectivement, c'est marketé la bande à Fifi, donc c'est le nouveau volet des aventures de Philippe Lachaud et sa bande, etc. Et il y avait eu un documentaire, je crois que c'était sur W9, donc parce que c'est M6 qui produit le film, etc. C'est un documentaire sur, je crois, c'était un peu intitulé Les nouveaux rois de la comédie française, etc. Et donc en gros, j'ai l'impression que c'est vers eux qu'on se tourne. On leur dit, voilà, on vous donne tant de budget, etc. Vous faites ce que vous voulez, voilà, un pitch facile. Là, on va intervertir. Toi, t'étais réalisateur, maintenant tu vas être acteur, etc. Et pour le coup, ils font à peu près ce qu'ils veulent, quoi. Et c'est un peu. Est-ce que c'est vraiment les c'est déjà essoufflé, quoi. Max, est-ce que c'est vraiment les nouveaux Golden Boys de la comédie française ? J'espère pas. J'espère pas. Mais bon. Est-ce qu'en fait, c'est la même méthode qu'Alibi.com ? Alibi.com et d'ailleurs Babysitting, c'est-à-dire ils font 20 vannes à la minute et il y en a peut-être une qui va peut-être faire mouche. Il y en a une qui m'a fait rire dans ce film, j'avoue. C'est les gamins de la classe de Charlotte le Cabri. gamin qui fume de la chicha. Et il y a un gamin qui fume de la chicha dans le cours. J'ai trouvé ça génial. Mais je confesse. Il y a exactement la même vanne que dans Les Inconnus, le coup du couteau dans le tableau. Putain, j'ai pensé aux Inconnus aussi. C'est incroyable de c'était le même. Bon, et en plus, c'est moins drôle parce qu'il n'y avait pas la partition sur la note. Enfin bref. Il est où le là ? Je voulais parler de ça parce que juste pour dire que j'ai des références un petit peu plus anciennes, malgré mon âge. Et en parlant de références plus anciennes, je me tourne vers toi encore, Vincent. David Marsay. David Marsay est très drôle dans ce film. Oui, mais il joue génialement bien, quoi. Il joue bien faut le préciser, c'est le mec du Palmacho. Voilà, un des deux du Palmacho et qui pour le coup joue d'habitude pas un rôle de connard. Enfin, il a pas habituellement, c'est pas lui qui joue le méchant. Là, d'habitude, il joue un peu le neuneu. Là, pour le coup, il joue le beauf, un peu le méchant, quoi, c'est l'antagoniste. L'antagoniste du film. Et pour le coup, non, c'est vrai que. Voilà, j'ai hâte de le voir dans le film d'Alain Chabat, je crois qu'il joue tout. Non, mais ce mec a vraiment un certain talent, alors que en général, on voit plutôt l'autre Ludig. Grégoire Ludig, voilà. En toute honnêteté, c'est le seul second rôle intéressant. Après, moi, j'ai évidemment Philippe Duquesne parce que je suis un fan absolu des Chiens et j'avais rien vu ou lu sur ce film avant d'aller le voir. C'est ta dernière participation ici. Non, j'avais rien vu sur le film avant. J'avais pas regardé le trailer ni rien. Je savais pas qu'il était dans ce film. Au moment où il apparaît la première fois, j'ai explosé de rire parce que c'est sa tête en fait qui me fait rire. Après, le rôle, il est plutôt taillé pour lui. Il le fait plutôt bien. Le méchant inspecteur qui même si les situations sont sans queue ni tête, je trouve que lui l'interprète assez bien, mais c'est les deux seuls second rôles qui tiennent à peu près la route. Les autres, c'est tous ils sont tous à côté de la plaque. Il y a le troisième comparse qui a un rôle complètement secondaire, mais genre de running gag. Alors lui, on sent qu'il va pas réaliser de film parce qu'il a encore moins de talent que les autres, en fait. je sais pas, mais c'était bizarre parce que c'est un peu comme dans un groupe de musique où vous êtes 5, il y a 4 rôles et puis t'as le cinquième, tu lui donnes le triangle, quoi. Enfin, c'est Georges Harrison. Tu vois, je veux dire. Non, faut préciser, c'est le troisième de la bande à Là, Fifi. c'est le troisième de la bande à Fifi, mais voilà. Julien Routy qui joue un aveugle. Un petit peu perdu au milieu de tout ça. Je pense que du trio, en fait, c'est le mec qui ramène dans Pink Floyd. Ils embauchent toujours un mec pour remplacer le chanteur. Il y a peut-être de ça. Non, mais en plus, le pire, c'est qu'il a même pas, son rôle n'a pas vraiment d'incidence sur l'histoire elle-même. Enfin, il est un petit peu à côté du truc. Tu sais pourquoi là, ça fait vraiment pièce rapportée. Au fait, on t'a mis des vannes comme ça, t'es dans le film et comme ça, les producteurs ils verront et peut-être qu'ils te proposeront d'écrire aussi un film. C'est pour un spin-off. Ouais, il joue moins bien l'aveugle que dans Daredevil. Ça, je confirme. Bon, je crois qu'on a quand même taillé ce film. On l'a tabassé. Un petit peu immérité. Combien vous donnez, Vincent, combien tu mets d'argent, combien tu mets dans ton escarcelle pour... Rien, vraiment. Enfin, même en me payant, enfin, je sais pas, on peut jouer à ce jeu-là, pour combien t'y vas, mais non, même pas. J'ai l'impression d'avoir, on en parlait un petit peu avant, d'avoir perdu vraiment 1h20, 1h30, en comptant l'attente devant la salle, 1h45. J'ai jamais vu 1h20 aussi longue de ma vie, quoi. C'était insupportable. Et toi, Max ? Non, après, t'es dur parce que je te rappelle qu'on a aussi vu Bad Buzz il y a pas si longtemps. Oui, mais voilà, quand tu te poses deux questions sur un film. Pour moi, c'est du même niveau. Quand tu te poses deux questions sur un film, c'est est-ce que c'est le film le moins drôle de l'année, et 2, est-ce que c'est le film le plus homophobe de l'année?
C'est deux très mauvaises questions pour évaluer un film. Donc combien tu mets? Bah écoute, malheureusement, tu sais très bien, puisque tu étais avec moi, que j'ai mis 5,33 €. Désolé. Parce que j'ai profité d'une promotion sur les cartes GC. Désolé. J'ai eu 6 places pour 32 €, donc faites le calcul, ça fait 5,33 €. Pardon, poteau. Et... Pardon, mon pote. Rembourse-moi, mon pote. Pardon, frérot. C'est ça. Personne ne dit frérot comme ça. Non. Donc voilà, malheureusement, j'ai mis 5,33 €, mais je vous conjure, ne mettez pas 1 € dedans. Vraiment. Zéro négatif. Et je veux pas qu'on me rende l'argent parce que voilà. Je dirais même, allez sur pétition.org et ouvrez une pétition pour que les salles de cinéma remboursent les tickets quand les films sont aussi nuls. Non, mais faut qu'ils prennent tout l'argent qu'ils ont récolté et qu'ils le filent à des assos de victimes d'homophobie, quoi. Enfin, vraiment, il faut faire un geste à ce niveau-là parce que c'est aussi nul. Je pensais pas dire ça, mais c'est aussi nul et si j'étais un homme, quoi. C'est aussi nul que ça, qui aidait quand même oh là là, c'est scandaleux, c'est presque, je suis scandalisé par ce film. Faites-moi des bonnes recos qu'on se lave l'âme de tout ça. Je vais commencer peut-être d'abord parce que comme j'ai la recommandation la plus forcée au monde, je l'ai préparée en urgence juste avant qu'on appuie sur balance. Non, mais c'est simplement comme il y a Zinedine Soualem qui joue le père de Yacine dans le film et que moi à chaque fois je suis content de le voir. Enfin à chaque fois que je vois son visage, je sais pas, je souris, je suis plutôt content. Et je me suis dit dans quel autre film il a un second rôle où il m'a apporté une espèce de joie intérieure, voilà. Et donc j'ai pensé au Nom des gens, on en a déjà parlé dans une autre émission, mais voilà, donc c'est en gros j'ai oublié le nom de l'actrice tout de suite, c'est Sarah Forestier, voilà, qui joue en gros une femme qui couche avec des hommes de droite pour les convertir à ses idéaux de gauche. Et c'est comme ça que tu es devenu de gauche d'ailleurs. En regardant le film, ceci n'est pas une histoire. Ouais. Mais donc il y a Zinedine Soualem qui joue son père et il a quelques séquences vraiment marrantes là-dedans. Et il y a Jacques Gamblin, il y a Lionel Jospin qui fait une très jolie apparition aussi. Donc voilà. Je vais arrêter avec mon forcing. Le film, tu viens vraiment de dire Lionel Jospin. Putain, je te remercie d'avoir placé Lionel Jospin parce que je pensais pas qu'on parlait de Lionel Jospin. Toujours dans MDR. Wow. Et toi, vas-y. Ah ouais, ça va être dur de mic. Ça va être dur de passer derrière. Moi, je vais parler de Rocky Horror Picture Show, un film qui sortira en 1975, adapté d'une comédie musicale complètement folle. C'est un film que j'aime particulièrement. Je sais pas trop s'il faut le détailler. C'est le film qui est alors il est toujours à l'affiche dans beaucoup de cinémas dans le monde. Je crois qu'il a le record absolu en fait de présence. Il est encore en salle à Paris et tu peux aller le voir en soirée, les fameux tous les samedis, je crois. Voilà. Donc comédie musicale qui je sais même pas s'il faut l'expliquer en fait, Rocky Horror Picture Show, mais c'est peut-être ce qui est triste, c'est que c'est un film qui est sorti donc il y a quand même 42 ans et jusqu'à présent je crois que c'est la seule comédie qui traite de la perception de justement l'homophobie, la communauté LGBT, etc. Et c'est la seule comédie qui le fasse intelligemment et qui défende une cause importante. Et c'est triste de se dire que 42 ans plus tard, il est toujours là et que c'est toujours le seul, en tout cas à mes yeux. Donc voilà, c'est un film qui est drôlissime, avec une bande son fabuleuse. Et voilà, pour moi, c'est un monument absolu du cinéma. C'est dur de passer aussi après à la tienne parce que tu parles d'un monument. Moi j'ai parlé d'un film quand même beaucoup plus modeste. Moi c'était la comédie de Océane Rosemary qui s'appelle Embrasse-moi et qu'on a vu ensemble en plus. Et en plus avec un très mauvais titre qui est très très impératif et qui donne un peu le ton du malaise, mais en même temps c'est une comédie, il y a des moments de rire. Et surtout, Océane Rosemary revendique ça. C'est un film qui parle de ça, mais en même temps qui essaye de le mettre dans une normalité. Il n'y a aucun moment une question de placard, ce qui est le cas exactement dans ce film. C'est toujours une question de mentir aux gens, de façade, et là pas du tout. C'est pris avec une espèce de simplicité assez rafraîchissante. Alors tu peux aimer le film, tu peux ne pas aimer le film, mais il y a eu une comédie cette année qui traitait qui n'insultait pas la comédie homosexuelle. Et j'allais ajouter curieusement, d'ailleurs c'est pas curieusement, ça me paraît complètement naturel, quand Océane Rosemary présente des personnages hommes hétéros, elle en fait pas des caricatures en fait.
Elle en fait, voilà, des gens. Enfin, je sais pas si normal et c'est pas un terme que j'aime bien pour qualifier quelqu'un, mais tu vois, elle tombe pas dans la caricature et je me dis, pourquoi est-ce que eux. Est-ce que eux ils font bien les choses avec embrasse-moi mon pote, le lapsus. Avec épouse-moi mon pote. Tu sais que je l'ai pensé. Non mais tu vois, si tu inverses la situation, tu te dis mais quand même vous êtes vraiment à côté de la plaque les gars. Moi je comprends pas. Voilà, ne donnez pas d'argent donc dans ce film horrible à épouse-moi mon pote. Voilà. Merci au multitâche Jules à la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur iTunes, c'est toutes vos applis dédiées. Continuez de vous abonner et de nous soutenir en laissant des commentaires, en parlant autour de vous. Et mettez genre à MDR dans l'autoradio, dans la bagnole. Faites écouter nos critiques sympathiques et parfois un peu envolées. Je suis désolé, mais ce coup-ci, ça le méritait. À la semaine prochaine, on vous donne rendez-vous avec peut-être une bonne comédie. À bientôt. Tous les vendredis à 17h, Séance Radio présente Super 16. Ça y est, enfin, c'était l'Arlésienne depuis quelques années maintenant, mais James Cameron a enfin lancé le tournage des suites d'Avatar. Moi, déjà, il faut commencer par dire que je trouve que Night Shyamalan, c'est un bon réalisateur. 16 minutes pour tout savoir sur l'actu ciné de la semaine. Le scandale de tous les scandales vient d'exploser à la face d'Hollywood. Super 16, c'est aussi quoi voir ce week-end. Et toi alors, Alexis, t'as été au premier contact de Blade Runner. Exactement, ça c'est le cas de le dire. C'est un gros coup de cœur. Découvrez chaque vendredi le coup de cœur ciné d'Antoine et Alexis. Moi j'ai vraiment eu un coup de cœur. Un beau soleil intérieur de Claire Denis avec Juliette Binoche. Super 16 sur Séance Radio, votre rendez-vous ciné du vendredi après-midi. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour un nouveau Super 16.